Salut à tous et bienvenue dans Météo du Bitcoin. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin, mais pas seulement. On va parler aussi des indices boursiers, de la macroéconomie et de tout ce qu'on a besoin pour savoir est-ce qu'il faut buy the fucking dip. Scoop. Et on va peut-être éviter l'attrapage de couteau. Il paraît que ça fait mal. Donc, alors, j'espère que vous n'êtes pas fait misérablement écrasé dans ce move. J'étais en train d'y penser après une bonne dizaine de jours de saignement, enfin 9 jours de saignement sur les alts. Qu'est-ce qui pouvait arriver de pire pour les holders d'altcoin? C'était que le BTC il dégueule et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc force à vous. C'est pas sur cette chaîne-là que vous avez eu des encouragements à hold dans la tourmente, éventuellement des petits scalps longs occasionnels, mais les conditions étant ce qu'elles étaient. Euh, on va dire des idées de trade plutôt short-lived, hein, c'est-à-dire plutôt court terme. J'espère que vous regardez suffisamment cette émission. J'aime pas faire le style, je vais reprendre dans mes vidéos du passé pour vous montrer que j'étais bien aligné. Il se trouve qu'a priori oui, quand même. Donc si vous êtes fidèle à l'émission, normalement vous avez eu suffisamment de mise en garde ou d'appel à la prudence ou dire bon bah hold c'est peut-être pas une bonne idée ou ce genre de choses dans des timings qui étaient assez raisonnables. Peut-être même avec des peut-être dernière chance pour vendre sur un rebond, enfin ce genre de choses. Je fais pas de best-of, je sais pas s'il faudrait que je le fasse, j'imagine que d'un point de vue marketing ça serait génial. Bien sûr on pourrait faire aussi un best-of de mes fails les plus légendaires puisque je considère pas que notre job consiste à prédire le futur. Mais en tout cas, s'il y a bien quelque chose qu'on peut trouver sur cette chaîne qu'on ne trouve pas ailleurs, c'est euh, une forme de détachement par rapport à la belle histoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand c'est bullish, eh ben, enthousiaste, avec aussi un petit peu de contrarianisme. Ça veut dire qu'on va essayer, je vais essayer de me positionner un petit peu contre la foule. Quel est l'intérêt de se positionner contre la foule? C'est de faire chier le monde? Non. C'est simplement d'essayer de gagner de l'argent sur les marchés. Qu'est-ce qu'il y a de plus profitable en général? C'est l'effet de surprise. Donc un petit peu de contrarianisme, un petit peu de mise en doute de ce que tout le monde croit. En général, ça peut offrir, avec un bon timing, un bon risque-récompense, un bon risque tout simplement bien géré, ça peut offrir de jolies opportunités. Ce qui explique par exemple d'être relativement prudent ici dans cette zone quand on commence à voir sur des résistances un début de faiblesse, par exemple. Ou alors d'autres plaies. Bon, maintenant, est-ce que la panique est réelle? Oui, elle est réelle. Et ça a commencé comment? Ça a commencé avec un discours de Powell qui, donc là on peut faire éventuellement partir de mes échecs d'un point de vue euh, d'influenceur, disons, qui je pensais ne serait qu'une news. Bon, je me doutais qu'on allait deep à un moment ou un autre, mais je ne pensais pas que Powell, son petit discours qui était un petit peu sans implication, aurait autant d'impact sur le marché. Mais globalement, quand Powell a parlé mardi dernier, il a dit je vous baise. Donc, et là, le marché s'est effondré. Mais littéralement, c'est ça, hein. Il a dit je vous nique tous. On va faire tout ce qu'il faut. On va augmenter les taux d'intérêt. Il s'est pas contenté de dire les outils et tout. C'est non, on ira à 2%. Et puis, avec les conséquences qui vont derrière, c'est, euh, c'est s'il faut monter les taux d'intérêt de 10%, on le fera. Donc, du coup, les marchés se sont dit oh putain, mais c'est pas le bull run qu'on espérait tous. Bon, sur des zones de résistance long terme, ce qui n'est pas déconnant. On avait pu aussi remarquer un petit peu trop de complaisance sur un rallye de quelques bougies ici, alors qu'on avait un triple top ici. Il y avait quand même pas mal de complaisance dans les marchés. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, en ce début de semaine, je vous disais, c'est marrant. On a l'impression qu'il y a ces gens-là qui sont tous d'accord pour dire les fondamentaux, c'est de la merde, mais le technique dit up, donc ça veut dire que le marché, il a pricé, et donc c'est up. Ce qui est logique. Mais je trouvais qu'il y avait un peu de complaisance dans cette direction-là. Et je ne sais pas si vous vous rappelez aussi, je vous disais que quand le technique va aller dans la direction du fondamental, ça risque de faire très mal. Et c'est un petit peu en train de ce que se passait ici, c'est que le technique est en train d'aller dans le sens du fondamental. Et donc, il est entendu que les conditions macroéconomiques, géopolitiques, c'est de la merde.
Et finalement, le technique n'est pas si fort que ça. On a eu ce rebond de janvier. Et du coup, maintenant, on se retrouve à venir taper sur des supports. Il n'y a plus personne qui parle dans le groupe. Donc, taper sur des supports, mais genre on n'a pas le temps, quoi. Donc, cette news qui, a priori, a été déclencheuse sur un high, hein, sur une zone de pivot qu'on a déjà connue par le passé. Si je vous trace une droite, vous verrez que globalement, c'est une zone intéressante pour certains qui a déjà pivoté dans cette zone. On est déjà venu aller retester des résistances long terme. On a fait ici un M, un triple M, enfin un triple top. Et on est venu retester le high. Et Powell annonce le fameux je vous baise. Donc maintenant, de quoi s'agit-il? Hier, après la chute, on a eu avant-hier donc une session très rangy, très choppy, avec un espoir de rebond, mais non. Et globalement qui a ici déterminé le destin de l'ensemble des marchés, c'est que ça ne va pas bien se passer. En revenant ici, on fait ce qu'on appelle une figure qui s'appelle un head fake, c'est un W qui revient à plus de la moitié. Alors, si on le met comme ça, on dit swing failure pattern. On peut dire aussi swing failure pattern, mais ici, si vous considérez à la moitié, c'est une figure qu'on appelle head fake. Et disons, c'est, bon, dis donc, avec tous les acheteurs de breakout, ceux qui ont FOMO ici, la moitié de ceux qui étaient dans le W qui sont longues, ça commence à faire un peu lourd. Donc, on commence à avoir des probabilités de chute. Et évidemment, plus on s'approche du support et plus il a de chances de péter. Oui, alors Arnemic qui précise les choses. Si je peux me permettre, coach, il n'y a pas que Powell, il y a aussi la plus grande banque de la Silicon Valley qui est au bord de la faillite et aussi Silvergate qui a déclenché le sell-off d'hier soir. Tout à fait, tout à fait. Ça veut dire que patatras. Hein. Silvergate, effectivement, et hier, une grosse banque qui se casse la gueule. Et on a vu, donc je les avais gardés ici, au niveau des banques, moins 46% sur cette banque. Et beaucoup de banques ici qui sont du coup touchées. Pour ce qui est de Silvergate, ça a engendré a priori des gros sell-off au niveau des crypto-monnaies. Donc ici, Bloomberg, Panic Spread Across the Startup World. Donc dans le monde des startups, alors que les inquiétudes du monde de la Silicon Valley Bank, on va lire. Donc bien sûr, hein, c'est un malheur n'arrive pas seul ici. Alors, qui demande à Peter Thiel, Founder Funds et d'autres ventures capitalistes, donc capital risque, de retirer leur argent. Ok. Bon, bah oui, effectivement, il n'y a pas que Powell. Ça a été l'élément déclencheur. Ce qui a été l'élément déclencheur, c'était éventuellement une réaction sur les highs. La raison pour appuyer derrière, effectivement, c'est une série d'éléments catastrophes. D'un point de vue crypto, on pourrait dire, ajouter à ça, on avait la baleine de Binance qui, globalement, avait porté le marché à coups de longue tout en se faisant déborder. Ça veut dire qu'ici, on voit qu'il y a 200-300 millions qui sont rentrés dans le marché simplement pour maintenir le Bitcoin flow au-dessus de ses lots. Et ça marche pas. Et hop, patatras. Donc, on va regarder dans une autre unité de temps un petit peu plus lisible. On verra un petit peu que du coup, la Well Binance, elle fait plus trop le taf. On voit que ça pousse, ça tente au niveau des OI, ça rentre 200-300 millions relativement casuellement dans le marché et régulièrement ça se fait découper parce que ça ne veut pas remonter. Et ici, obligé de sortir de sa position. Donc, fin de la suprématie de la Well Binance. Ce qui n'est pas good. Maintenant, ici, le funding passe négatif. Est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter ici? Il est l'expression achetage de couteau pas relativement intéressante. J'aimerais aussi qu'on jette un œil aussi au niveau des indices. Il n'y a pas le moindre signe de rebond. Donc ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais. Mais si vous voyez la pression vendeuse est bel et bien ici. En 15 minutes, pas le moindre spasme haussier. Aussi, on a traversé comme dans du beurre cette zone de consolidation là. Donc résistance, enfin support mon cul. Et ici, ce qui est assez rare d'un point de vue de price action, on est venu traverser comme dans du beurre un niveau qui n'avait
pas été testés. Donc en général, les niveaux qui ne sont pas testés, on ne traverse pas comme dans du beurre. On y rebondit, on y aussi, voire on réverse. Mais là, vous voyez, pression, 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 down only ici sur les indices. Et donc finalement, notre narrative crise n'aura peut-être pas traîné. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette idée que j'avais émise, qu'on nous parlait tous les jours d'inflation, matin, midi et soir, Leclerc, Carrefour, Cora, enfin je sais pas quels sont les magasins chez vous, Super U, oh là là, on va lutter contre l'inflation, et qui permet aussi beaucoup d'abus finalement sur les prix, hein, parce que faute à l'inflation, on peut faire le cul du public, mais il y a une autre manière de faire le cul du public, c'est le narratif La Crise. Le narratif La Crise permet beaucoup de choses. Bon, déjà, elle est réelle, hein, elle est réelle dans les marchés, mais quand ça commence à être amplifié dans les médias, etc., bah, c'est l'occasion pour les politiciens de sortir des lois de merde en disant ah, situation désespérée, mesure désespérée, allez, on va piquer les comment ça s'appelle, l'épargne des Français ou ce genre de choses. Et là, on voit qu'au niveau bancaire, c'est en train de faire un petit peu de domino, ce qui était plus ou moins prévisible. Ce qui était plus ou moins prévisible que les banques n'allaient pas bien s'en sortir. Mais là, ça commence à picoter au niveau du cul. En plus de ça, l'autre jour, Powell, il lui pose une question vachement sadique, j'ai trouvé le mec. D'ailleurs, il n'a pas osé vraiment donner la vraie réponse, Powell. C'est ouais, mais dites donc, avec cette augmentation des taux d'intérêt et tout ce que vous avez, en fait, vous êtes en train de perdre de l'argent. Est-ce que vous allez pouvoir payer vos dettes? Et le gars, il dit oui, oui, on va pouvoir payer vos dettes, mais en gros, comment? Et en gros, globalement, il n'a pas osé répondre, mais tu voyais qu'il était en train de dire bah, en imprimant plus d'argent, tu vois. Donc, donc, ouais, ouais, on n'est pas solvable, mais vous inquiétez pas. Donc, il y a plein de trucs comme ça. Bon, maintenant, est-ce que le narratif de la crise, c'est parti? Personnellement, avant les dips d'hier, donc liés à ces trucs bancaires, euh, moi, je voyais pas trop de danger. Ça veut dire que je me disais, on aurait pu ranger longtemps ici. Par exemple, par ici, là. On aurait pu ranger longtemps, on aurait pu reverse, mais bla bla bla, double bougie rouge sur support. Oh! Du coup, ce machin-là ressemble à un épaule tête épaule et on commence à faire pression alors que la panique est en train de s'intensifier. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? On a là, je suis obligé de faire la météo de la veille, évidemment, hein. Celle du lendemain, je ne peux pas savoir, sinon de vous dire attention, attrapez pas les couteaux, ça peut ranger pas mal de temps. Éventuellement, pendant que les gens paniquent, on pourrait se dire bon, bah, c'est peut-être un bon moment euh, pour acheter, mais si les big boys se font rect, ceux qui pouvaient globalement faire quelque chose, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Autre chose, c'est que si le Bitcoin montrait des signes de force, ça serait plutôt mieux, hein. Ça veut dire, par exemple, ce lot, petite réintégration au-dessus de ce lot. Ah ah, vous l'aviez pas vu la mèche. Et là, du coup, éventuellement, ça peut remettre la confiance à certaines personnes en disant, ok, c'était une déviation vis-à-vis de ce lot et globalement, il y a un espoir de rebond. Allons retester les résistances passées qui sont par exemple celles-ci, ou alors ici, ou alors ici. Mais globalement, il y a matière à rebond. Là, le problème, c'est qu'on a perdu un lot très significatif, qu'il n'y a pas de manifestation encore. Ça peut arriver dans la journée. Au moment où on vous parle, on est encore le matin, donc chez vous, il est 8 heures. On peut avoir un rattrapage ici en mode mèche et éventuellement ça pourrait être positif. Mais bien sûr, il faut qu'on réintègre au-dessus de ces lots pour dire au marché, il y a une chance. Parce que si on accepte franchement en dessous de ces lots, d'un point de vue technique, déjà, la plupart des analystes techniques sont unanimes, hein, c'est cuit, hein. On a perdu ce lot-là, on a perdu ce lot-là, la structure du marché passe bearish, plus bas sommet, plus bas creux. Bon. Enfin, ici, plus bas creux, pas de plus bas sommet, mais un sacré plus bas creux. Et ici aussi, si on regarde peut-être au niveau du volume profile, si je vais mettre un volume profile visible, c'est bien. Hop. On va voir si c'est bien un bon réglage. Ouais, un bon réglage. Vous voyez, ici, c'est... Ah, ça va encore. Ici, ouais.
Depuis depuis le début de l'année, ici c'est un peu creux. Voilà. Ça peut aller vraiment vite. Donc là, on est un petit peu suspendu au-dessus du vide. Personnellement, d'un point de vue simplement des liquidations de longue, on a fait le taf. On a clairement fait le taf. On a même eu une panique hier, je montrerai aux Alpha Team qu'elle a été palpable. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe quand la poussière retombe? Est-ce que les gens, leur premier réflexe, c'est de continuer à short ou alors c'est de buy le dip? Et évidemment, si c'est de buy le dip à la première bougie verte, eh ben ça va redonner un petit peu de puissance à la hausse parce que ce qu'on veut, c'est que la majorité soit du mauvais côté. Quand tout le monde a acheté, qu'est-ce qui reste? Que des vendeurs. Donc je dirais que le week-end risque d'être terrible. Ah, et aussi, bah, du coup, Powell, c'était bien beau, mais aujourd'hui, on se tape des news sérieuses. Des news qui pourraient nous qui en général sont des occasions de volatilité, mais qui pourraient appuyer, parce que là, on a la série vraiment relativement mortelle. On a vendredi, mardi et mercredi. Donc là, c'est si ça se passe mal, ça risque de faire très mal. Non-farm payroll, donc c'est les chiffres de l'emploi. Si ça encourage des signaux d'inflation élevée, c'est pas bon. Pareil, CPI et ensuite les PPI. Donc, trois news qui sont relativement méchantes et qui globalement vont déterminer notre destin jusqu'au 22 mars et l'occasion des taux d'intérêt. Donc là, vous voyez, le forecast des augmentations des taux d'intérêt est de 0,25. Les chances que ça soit 0,25 deviennent de plus en plus faibles actuellement pour l'augmentation des taux d'intérêt. Il y a de très fortes chances que ça soit 0,5. Et si ces chiffres sont mauvais et que vraiment ça s'emballe, peut-être que le marché va se rendre compte que la Fed, elle va nous la mettre bien profond. Donc malheureusement ici, pour certains altcoins déjà qui sont en mode full retrace, hein, donc là, salutations à ceux qui étaient un petit peu trop complaisants. En mode full retrace, ça veut dire que si ces altcoins-là, ils sont en mode full retrace, ça veut dire on revient retester les lots de janvier. C'est affreux, quoi. C'est affreux, vous vous rendez compte, le retest des lots de janvier pour des altcoins? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai le regret de vous annoncer qu'il y a une très forte probabilité que ces highs ne soient jamais revisités dans l'année, voire même avant le prochain bull market. Voire même pas dans le prochain bull market. Alors si, mais globalement, le job a été fait. Pourquoi? Parce que bah, le sentiment il a switch haussier, les shorts ils ont été rects, on a trouvé un high annuel qui correspond au high de mai 2022. Le job est fait les gars. Continuation de la purge. Et c'est pas trop déconnant non plus, donc là ici ça m'embête un peu de me... J'imagine qu'on aura peut-être une belle opportunité quand même pour le printemps, une opportunité haussière. Mais pour ce qui est narratif, ouais, DCA, hold, tout va bien, etc. Ici, on a eu la bande-annonce de quelque chose de très moche. Et sur 15 000 coins ou 13 000 coins actifs, dont 98% sont des scams, et pour la plupart ne reverront jamais la lumière, voire seront délistés des échanges majeurs, si les échanges majeurs survivent. Hein, on voit un petit peu la guerre qui est faite contre Binance. Donc là, je suis désolé, je rajoute un petit peu d'huile sur le feu de l'enfer. Parce qu'un BTC qui full retrace, au niveau des altes, c'est pire qu'un full retrace. Hein, c'est une catastrophe. Du coup, moi, dans des conditions comme ça, je vais être obligé de prendre des trades court terme jusqu'à signal de force. Et éventuellement, si ça doit aller vers le haut, il faut que ça soit dans le déni. Ah oui, j'en parlais aussi aux membres alpha. Ah, Binance a précédé tout le monde en termes de délisting, ça déliste à tour de bras. Ils sont obligés. Pourquoi? Parce que ça devient chaud en fait. Il y a beaucoup d'altcoins qui ne fonctionnent que par arbitrage, par des robots. Bon, l'ensemble du marché est boule, ça pousse, ça descend, mais ils n'ont pas de vie particulière. Donc globalement, c'est un petit peu chiant et dangereux pour l'échange, qui est obligé finalement des fois, sur certaines conditions, de construire de l'inventaire sur des coins qu'ils n'ont pas forcément envie.
Si, si comment ça s'appelle? Si j'ai... Et aussi, vu qu'on est de moins en moins nombreux, hein, nous on le voit dans le groupe, il y a moins de participants. Je regarde dans notre groupe, il y a moins de participants. Et parmi les survivants sur Twitter, il y a moins de participants, qui sont pour beaucoup encore un peu trop boules. Ça veut dire qu'il y a peu de volume. Hein. L'expression, vous vous rappelez, en 2019 que j'avais sorti, on baise entre cousins. Voilà, donc pas de nouvel argent dans le marché, on baise entre cousins. S'il n'y a pas de nouvel argent, ça veut dire que le voisin du voisin ne va pas arriver pour mettre les économies d'une vie. En plus de ça, c'est que même si Popol, il était chaud pour faire comme Robert, qui s'était mis des couilles en or sur le rebond de janvier, éventuellement ici, en apprenant que son pote Robert s'est fait rect ou n'a pas gagné de l'argent, il ressent beaucoup moins la FOMO de courir après. Vous voyez ce que je veux dire? Aïe, aïe, aïe. Donc ici, a priori, pas de nouvel argent dans les cryptos avant longtemps. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des jolies opportunités. Des rebonds de 100% en un mois, c'est magnifique, c'est incroyable, c'est génial. Donc ça ne veut pas dire que les cryptos sont dead. Hein. Ou même si, je sais qu'évidemment pour ceux qui DCA et qui hold ici et qui se retrouvent avec une moyenne qui est là, les rebonds de 30% ou des plays de rebonds de 30% ou 20% sur des altcoins, c'est super, hein, c'est vachement juteux. Donc le marché crypto n'est pas encore dead, mais en tout cas, le bull market qu'on attend, il vaut mieux penser à se positionner fin 2023, peut-être pour un bull market 2024-2025. Autre chose, et ça aussi beaucoup vu avec les membres alpha, quel intérêt de lister? Ah oui, j'ai oublié, je me suis perdu. Listing, délisting, ça sert à faire du volume. Quand on déliste un coin, les gens sont obligés de vendre et éventuellement de réallouer sur un autre. Donc ça centralise les volumes, ça crée des volumes, ça crée des commissions, ça dégage aussi des trucs. On a vu à l'époque, en 2018, pendant la grande purge, Bitrex délister des coins, le faire se massacrer, créer du volume et le rélister pas longtemps après. Devinez pourquoi. Je suis sûr que les membres alpha le savent. Ah, j'attends la réponse si on a un qui tape. Parce que c'est rentable, exactement. Rendez compte, tout le fruit de mon enseignement, la cause de tous les mouvements dans les marchés. Parce que c'est rentable. C'est rentable. Enfin, j'essaye de le dire depuis tout à l'heure et j'arrive pas à le finir. Je vais terminer avec ça. C'est que quand viendra le bull market de 2024-2025, personne, même parmi les survivants, aura les couilles d'acheter les altcoins. C'est ça le sentiment qui correspond. Sérieusement, ça sera même impensable qu'ils montent. Les gars seront tellement échaudés, traumatisés que ça sera impensable. Il n'y a pas de ouais, de toute façon, les holders, ouh. Non, non. Il n'y aura que des gens comme ça, éventuellement qui prendront vite profit, mais ça sera très dur. Donc voilà, donc tous ces efforts pour DCA ou Hold en héros, le bear market ne change absolument rien puisque la plupart vont capituler au bottom dans un long bottom bien chiant et n'auront pas les couilles de Hold quand ça va monter. Et là, c'est pas le cas. Hein. Avec ce rebond, il y a eu beaucoup de couilles. Ils étaient très motivés. Très complaisant. Et donc là, maintenant, est-ce que je suis allé au bout de cette histoire de narrative crise? Narrative crise, ça permet beaucoup de choses. Ça permet la purge finale, de bonnes opportunités. Ça permet aux entreprises, pendant que le narrative crise circule, de licencier. C'est rentable. Ça permet aux politiciens de faire des lois abusives parce que c'est la politique de rigueur, c'est la politique de la crise, c'est la crise, vous comprenez. Hein, donc on ne demande pas votre avis, on fait des lois liberticides. On abuse, on maintient les gens dans des situations relativement délicates, mais bon,
il faut se serrer la ceinture. Hein, vous n'avez pas entendu parler de la crise. Et évidemment, dans tout ce moment-là, bah, il y aura probablement à ce moment-là des beaux dessins qui se formeront dans les graphiques, qui seront de magnifiques opportunités d'achat. 2 points pour ceux qui ne sont pas faits rect. Donc voilà, préservation du capital first. Donc voilà, quoi d'autre? Est-ce que c'est le narratif de la crise qui nous pend au nez ou est-ce que c'est pas tout de suite? C'est possible, on va voir. On se rappelle aussi que mars 2020, c'était pas une bonne date. Je sais pas s'il y a un alignement de planètes particulier ou une invocation de divinités maléfiques cette date-là, mais c'était pas chouette. Donc il se trouve qu'on approche de la date. En plus de ça, il y a MTGOX qui a, au lieu de libérer ses coins aujourd'hui comme prévu, ils vont les libérer début avril. Donc en fait, ça met encore plus de suspense sur plus de ventes en spot sur le BTC. Moi, ce que je dis, il faut juste faire un plan, traiter son plan, gérer son risque, prendre les sous, les mettre dans la poche et essayer de faire le meilleur trading possible dans des conditions compliquées. Sur ce, j'espère vous avoir été d'une aide minimale. Tiens, oui, je voulais vous montrer un autre truc. On a vu ici, au niveau du CVD, pendant la descente, ou alors au bottom ici, devinez qui c'est qui achète. C'est les petits comptes. Que font les gros comptes? Ils vendent. 1 million à 10 millions, vendeurs sur le lot. 100K à 1 million, vendeurs sur le lot. Les petits comptes achètent. Regardez, petit compte, ont acheté tout ce range ici. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que les petits porteurs sont beaucoup plus bullish que les whales. Et oui, au bottom de début d'année, on voyait l'inverse. On le voyait littéralement, donc c'est pertinent. Donc j'espère que ça vous a été utile. Maintenant, est-ce qu'il faut short? Le problème du short, c'est qu'à un moment, bien sûr, quand tout le monde sera chaud pour short, il y aura toujours des petits spasmes, des petites mèches pour venir nous sortir. Donc oui, probablement, il faut short, mais en gérant son risque et en s'attendant à être stoppé parce que quand même, ça a vite fait d'arriver. Donc voilou. Ah, autre chose, vous vous rappelez le fameux short Sand? Il y en a qui n'avaient pas trop apprécié que j'en parle. Ça avait bien rigolé, surtout au niveau du rebond. Bon, je rigole pas plus que ça parce que j'ai pas pu prendre le trade. Enfin, j'ai mal exécuté, donc c'est avoir raison sans gagner les sous, c'est pas forcément une vraie satisfaction. Même si avoir raison, ça fait plaisir, mais ce qui nous permettra d'apprendre, si vous avez suivi, un truc que vous pouvez mettre dans votre sacoche, ce sera toujours ça, c'est l'indicateur Paris Hilton. Paris Hilton est un très bon indicateur. Putain, c'est aussi bien que Goldman Sachs. Paris Hilton vous donne quelques jours pour vendre, quelques semaines pour vendre. Je fais référence à ma thèse, c'était Paris Hilton. Ah bah voilà. Paris Hilton to launch Metaverse Dating Experience dans Sandbox. Le 9 février. Donc à partir du moment où vous aviez le temps de globalement penser que ça allait pas très bien se passer. S'appuyer. C'est pas de sa faute ou c'est pas une mauvaise intention. C'est en général, c'est du marketing. C'est-à-dire que Paris Hilton, elle fait partie des stars qui volontiers vont faire de la publicité pour des trucs crypto, que ce soit de la merde ou pas de la merde. Et globalement, bah, j'imagine que Sandbox a dû contacter Paris Hilton pour faire la promotion de quelque chose. Et ils ont lâché tout ce qu'ils ont pu pour essayer d'inverser ça, quoi. Eh ben non. Marketing. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Je vous rappelle qu'on a trois zones de turbulence. Aujourd'hui, mardi et mercredi. Ça risque pas d'aider le schmilblick. Et peut-être même que globalement, il y a des chances que le marché soit en mode purification jusqu'en mi-mars, fin mars. Voilà.
Et ce n'est pas un bullish dump, même si on a pu voir une panique palpable hier. C'est vrai que quand il y a la panique, c'est le moment d'être attentif, mais s'il n'y a pas de réaction, s'il n'y a pas de réaction acheteuse, je vais terminer avec... Alors déjà, par exemple, moi dans mes setups, il y avait 18 600 en termes de target, en target weekly. Donc on peut très bien y aller. On pourra considérer, disons que ça, putain, je m'arrêterai jamais. Big up à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Disons que ça, par exemple, c'est un support et ici une déviation. Et bah du coup, là, ça devrait refonctionner comme support. Donc par exemple, si le prix va de manière complètement casu sous les 18 000, bon, bah, laisse tomber, quoi. C'est même pas la peine, quoi. S'il n'y a plus rien qui, a priori, devrait l'arrêter. Et sinon, donc ici, c'est une zone de support. Pourquoi? Parce qu'elle l'a été depuis longtemps et on va considérer cette zone-là comme une déviation pour la smart money, donc une opportunité d'acheter au meilleur prix, d'affiner la moyenne. Et enfin, donc, pour ce qui est, par exemple, de Bollinger, par exemple, vu qu'on est en train de casser franchement sous Bollinger, alors casser franchement sous Bollinger, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est confirmé, c'est un breakout confirmé. En daily, clac, clac. Parce qu'on est franchement sorti de Bollinger, ça veut dire qu'on est oversold. Mais parce qu'on ne réintègre pas dans Bollinger, ça veut dire que la tendance est bien claire, elle est baissière. C'est un indicateur de tendance aussi. Écartement Bollinger confirmé, franche cassure avec une petite temporisation hier dans la soirée, ouverture daily, paf, on continue. Donc là, on est franchement en dehors de Bollinger. Franchement en dehors de Bollinger, ça veut dire qu'il n'est pas raisonnable de vendre, mais pas raisonnable d'acheter non plus. On veut voir éventuellement les acheteurs se pointer et un retour dans Bollinger en vue de pourquoi pas une rétractation de la volatilité avant la suite. Mais après, des fois, ça ne le fait pas du tout et puis ça passe en mode non, non, mais c'est un trend et allez vous faire foutre. Donc on verra un petit peu comment ça se goupille. Mais vendre aveuglément ici, même si c'est clairement bearish, c'est s'exposer à se prendre des petites secousses. Voilà, malheureusement, on arrive à la fin de cette météo et je ne vous ai pas dit s'il fallait acheter ou vendre, ni où il fallait le faire. Je vous ai juste fait un constat. Parce qu'il faut prendre vos putains de responsabilités. Voilà, faire un plan, déterminer votre risque, vos raisons d'entrée, vos raisons de sortie. Si vous voulez apprendre à faire ça, venez dans le groupe. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end.